Hop. Allez. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, a priori, oui. Donc, on va parler, comme je vous le disais, donc, des indicateurs clés en conseil de bloc et donc s'assurer des bonnes prises de décision. On va commencer en fait avec une phrase un peu toute faite, mais qui a beaucoup de sens finalement. Donc, fais ce que tu as toujours fait et tu auras les résultats que tu as toujours eus. Donc, à tort ou à raison, vous comme moi, nous avons pris des habitudes professionnelles qui, malgré le manque de succès ou de changement, perdurent finalement dans le temps. Donc, l'état d'esprit ou les méthodes sont primordiaux pour réussir à piloter et décider au bloc opératoire. Ma présentation, elle va proposer des concepts et donc on va essayer de voir s'il est possible de les appliquer. Et même si vous faites autrement, quelque part, peu importe, parce qu'il n'y a pas une seule vérité incontestable. Mais tout ce qu'il faut faire, en tout cas, c'est de ne pas rester dans un système qui n'avance pas. Il faut tenter d'oser. On va avancer ensemble sur 4 objectifs à suivre durant ce webinaire. Le premier donc, est fortement stratégique pour moi, c'est même le plus important. Vous devez avant toute chose avoir des données fiables pour réussir en bout de chaîne à décider. Donc, on va parler du prérequis des données fiables au bloc opératoire. Ensuite, on va vous présenter un socle de seulement une dizaine d'indicateurs qui vous permettront de cibler les réussites et les échecs et d'engager une stratégie de communication de l'information et de prise de décision. On parlera ensuite donc de process et de clés de décision et on verra en cours de webinaire donc une manière différente de présenter vos données en instance que le PowerPoint. On va tout de même commencer par un rapide préambule concernant Datamento. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, l'entreprise a été créée il y a maintenant une dizaine d'années pour développer une solution de business intelligence. C'est de l'informatique décisionnelle. Cette solution s'appelle Performance Block. Donc, nous sommes finalement ce qu'on appelle éditeurs. On construit des logiciels pour vous aider à l'analyse et au pilotage des plateaux techniques. Donc, des centaines de blocs utilisent déjà cet outil et on est également le fournisseur de la solution qui est destiné à benchmarker les établissements de 6 ARS différents sur des notions de performance en santé. Et notre rôle dans tout ça ne consiste pas spécialement à faire pour nos clients, mais plutôt de les aider à faire. Donc, en résumé, on va vous donner tous les moyens pour prendre des décisions. Ça va être des indicateurs de blocs, certes, mais ça va aussi être des équipes qui vont être disponibles pour du soutien sur des analyses, du soutien si nécessaire pour corriger les données, pour vous aider à interpréter les chiffres, des compétences sur des sujets de performance au bloc, des mises en relation éventuelles avec des clients, et puis également des conseils en organisation. Voilà pour nous. On va rentrer dans le vif du sujet avec ce que j'estime donc être le prérequis à tout process de décision. Aujourd'hui, vous avez tous accès à de l'info pour produire des indicateurs. La donnée, elle est essentielle dans une démarche d'amélioration de l'organisation. Elle va être utile pour la prise en charge des patients, pour la bonne allocation des ressources humaines, pour optimiser les processus, pour développer de nouvelles méthodes ou même pour créer de nouveaux services. Dans ce cadre-là, on parle aujourd'hui de supply chain de la donnée pour exprimer l'ensemble des processus et des traitements qui sont appliqués aux données, de leur recueil jusqu'à leur traitement pour analyse. Et donc finalement, chaque étape doit être conduite avec une rigueur et une conscience professionnelle. Mais comme vous le savez, malheureusement, les aléas du bloc opératoire font que la saisie, elle peut parfois être altérée et les corrections plus ou moins aléatoires. On estime sur le bloc qu'il y a entre 5 à 15% des interventions dont au moins une des données est fausse ou manquante. D'autre part, lorsqu'un acteur de l'hôpital voit une information de mauvaise qualité, ça peut être, on le verra par la suite, une heure d'incision qui est erronée dans les recueils, il ne doit pas seulement la corriger pour lui-même, mais il doit également aller à la source pour la rendre disponible à tous ceux qui pourraient bénéficier d'une information propre. Ça peut être le PMSI, ça peut être le contrôleur de gestion qui aurait besoin de cette information pour traiter des cas de figure un petit peu atypiques. Donc aujourd'hui, même si vous y mettez beaucoup de bonne volonté, les indicateurs produits proposent du contenu de mauvaise qualité qui ne rencontre pas l'adhésion des équipes et qui empêche les prises de décision. Donc, je vais noircir un petit peu le trait. Vos indicateurs sont faux car vos données d'entrée sont fausses, même si vous avez l'impression de faire du toilettage et d'y passer des heures. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Alors, quelles sont les erreurs classiques qu'on peut retrouver chez nos clients? Là, vous avez sous les yeux l'interface qui est proposée par Performance Block dans le cadre d'une intégration continue. Donc, la journée au bloc opératoire s'est passée. On va créer une connexion directe avec votre logiciel de bloc pour nous pousser les recueils d'informations et en faire ressortir les erreurs. Donc, ce message peut être réceptionné le soir à 18h ou le lendemain à 8h et les secrétaires de bloc ou les cadres vont effectuer les corrections afin de pouvoir corriger en continu les informations et avoir des indicateurs en routine assez rapidement. Donc là, classiquement, on va rencontrer des problèmes d'exhaustivité assez basiques, une heure de sortie manquante et un opérateur en fait pour lequel le référencement a été oublié.
Donc nous, dans nos solutions, là, on aura par exemple un système expert qui va vous proposer des réponses avec 10h15 ici. Quoi qu'il en soit, vous pouvez le faire d'une manière différente si vous n'avez pas votre solution. Vous allez rencontrer également de nombreux problèmes de chronologie. Donc là, pareil, notre système expert permet de les identifier. Heure d'entrée, 10h21, incision 41, 11h34 fermeture, 11h16 sortie. Donc effectivement, on se rend bien compte que voilà, le champ fermeture est erroné et qu'il va falloir le corriger. Et puis le troisième cas de figure, le plus classique, concerne les chevauchements. Donc on aura deux cas de figure, soit une mauvaise saisie. Donc ici, on voit que l'heure de fermeture est 16h04 quand l'autre commence à 16h. Donc deux patients dans la même salle durant 4 minutes, pas possible. Donc, soit effectivement, on s'est mélangé les crayons et ça finit à 16h ici et ça commence à 16h04 dans la deuxième. Soit il y a eu un travail de régulation durant lequel le chef de bloc a demandé au chirurgien de partir en salle 4 pour améliorer le parcours de soins. Donc, ces trois types d'erreurs, normalement, vous devriez être capable de les corriger. Ce n'est pas si compliqué que ça. Sauf qu'aujourd'hui, depuis un tableau Excel, ça va vous prendre un temps monstrueux. Donc, c'est pour ça que nous avons développé un système expert pour automatiser la détection des atypies et pour proposer, suivant les cas, des suggestions de correction. Ainsi, vous gagnez beaucoup de temps et puis vous pouvez être bien plus souvent sur le terrain plutôt que sur un tableau Excel. Toutefois, malgré tout ça, vous aurez beau avoir passé des heures à corriger vos recueils, selon les éléments qu'on vient d'évoquer ensemble, vos indicateurs ne seront toujours pas justes. Il reste une étape supplémentaire à valider afin de vous assurer que les données d'entrée sont exploitables. On parle chez nous de l'association des interventions, ou méthode d'appairage. Il va s'agir de rattacher les différentes interventions délocalisées à leur vacation mère. Je vais prendre un schéma pour être un peu plus clair. Si je fais un focus sur la salle 3 et que je m'intéresse à la vacation d'orthopédie, je constate de l'activité de 10h21 à 17h45. Je pourrais en conclure qu'il y a un énorme retard au démarrage, des temps interpatients hallucinants et du débordement. Sauf que oui mais non, car vous devez être capable de rattacher l'entièreté des interventions relatives à cette vacation pour faire vos calculs de manière honnête. Et dans la vraie vie du bloc, l'ortho a travaillé d'abord en salle 1, car la salle 3 n'était pas prête ou que le cialytique était en panne, peu importe, et qu'elle a également, pour des raisons d'optimisation du processus, travaillé en salle 4. Et donc finalement, si l'on venait à calculer un taux d'occupation avec l'association ou sans l'association, la différence de résultat pour l'exemple serait de plus de 30 points. Donc présenter des indicateurs avec 30 points d'erreur, même de 5 points en fait à un chirurgien, vous êtes certain d'être reçu. Vous avez la certitude de ne pas avoir l'adhésion et en fait d'avoir même une levée de bouclier sur chacune des décisions que vous pourriez prendre, et pour le coup, à juste titre. Donc voilà, ça c'est le prérequis, la première méthode, pour s'assurer de données fiables. Maintenant qu'on a ça, vous avez des recueils qui sont justes, car vous avez respecté les prérequis qui vous permettent de produire vos indicateurs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir travailler sur les indicateurs. Pour ce webinaire, on va se concentrer en fait sur une famille, vous allez voir par la suite. Donc, on va vous conseiller de vous concentrer sur une dizaine d'indicateurs simples, puis fonction des éléments que vous arriverez à diagnostiquer, à rentrer dans le détail en forant les dysfonctionnements par spécialité, par opérateur, par geste opératoire. On peut aussi voir par créneau du matin ou de l'après-midi, par tranche d'une heure, de quart d'heure. En fonction des différents éléments, on pourra en parler par la suite. Notre solution, encore une fois, Performance Block, a été conçue dans ce sens. Forer une question depuis un tableau Excel, pour moi, c'est vraiment de l'ordre de la science-fiction. Vous allez y passer des heures, vous allez manipuler une multitude de configurations, d'onglets ouverts, faire du copier-coller, pour pas grand-chose au final. Donc, à la suite de ce webinaire, on verra si on a le temps ou pas. Je pourrais éventuellement vous montrer sur la plateforme le fonctionnement du forage de l'indicateur dans notre solution. Et donc, sinon, il ne faudra pas hésiter à demander une démonstration en fait, un petit peu plus personnalisée sur un prochain créneau. Donc, comme je vous le disais, pour le webinaire, on va regarder nos indicateurs selon 3 familles. La première famille, c'est donc les indicateurs de tendance, puis d'organisation, et enfin de désorganisation. Les indicateurs de tendance, ça a été plus simple, presque simpliste. Ils sont très rapides à construire et à lire. Ils servent essentiellement à s'assurer que l'établissement est dans sa norme d'activité habituelle et que les objectifs volumétriques sont respectés. Donc, on parle de nombre d'interventions, temps d'intervention, urgence, PDS, ambulatoire versus hospitalisation. Voilà, on pourrait rajouter d'autres champs éventuels. Ceux-là, en fait, sont quand même largement suffisants pour se rendre compte de l'impact d'un dysfonctionnement en fait, inhabituel. Donc, il va être par contre important de pouvoir comparer l'ensemble en fait, de ces indicateurs entre M et M-1, par exemple, ou le mois de février avec le mois de février de l'année précédente, de les détailler par spécialité, par bloc ou par site. Je vous montrerai comment on fait sur un document par la suite.
Dans un deuxième temps, il va être important de porter un regard sur les 3 indicateurs clés que Datamento propose. Alors, ils sont clés car c'est à travers eux que vous irez investiguer les points d'amélioration et voir rapidement si vos cibles sont atteintes. Ces 3 indicateurs sont liés. Il ne faut donc pas les lire individuellement. Donc, on fait le choix de lire d'abord le taux d'activité ressources, puis le taux d'occupation des vacations et enfin le taux d'activité en vacation. Donc, je vous explique comment se présente la construction de ces indicateurs. Alors, on va commencer par le taux d'activité ressources. Lui, il va mettre en regard le TVO qui est en bleu et les temps d'intervention qui sont en rose sur la première partie. C'est ce qu'on appelle un indicateur d'évaluation capacitaire. À l'échelle macro, sur une semaine ou un mois, on peut observer si les équipes paramédicales prévues au planning sont correctement dimensionnées pour assurer l'activité. Dans l'exemple qu'on a sous les yeux, on calcule qu'il y a 13 heures d'intervention, donc encore une fois tout en rose, pour 10 heures de TVO, qui vont de 8 heures à 18 heures, ce qui nous fait un taux d'activité ressources de 130%. Cela signifie que je mets mon équipe en tension, parce que la cible, elle est de 90%. Donc, ponctuellement, je peux solliciter mes équipes parce qu'il y a un besoin auquel il faut impérativement me répondre, mais si cela perdure sur du long terme, je risque de provoquer en fait de l'absentéisme, de l'arrêt maladie, du burn-out ou du turnover. Donc, c'est un indicateur RH extrêmement essentiel, d'autant plus actuellement avec les conditions en fait, de recrutement délicates. Le deuxième indicateur est beaucoup plus connu, c'est donc le taux d'occupation des vacations, donc le TROV sur TVO. C'est un indicateur qu'on appelle donc organisationnel. Son analyse a pour objectif d'observer que les équipes opératoires mises à disposition d'une activité sont effectivement mobilisées pour l'activité prévue. Donc pour le calculer, je recoupe le TROV, donc ce qui apparaît en gris foncé, au TVO. Donc le TROV, c'est quoi? Je vais prendre toute l'activité auquel je vais retirer les débordements avant TVO, pendant TVO, qu'on appelle également overbooking, et après TVO. Donc dans l'exemple, j'atteins le score de 85%, ce qui est la cible générale. Même si ce chiffre est finalement à pondérer selon la spécialité. Il faut faire la différence entre une chirurgie qui va être hyper réglée et une qui a son lot d'urgence à prendre en charge. Donc, si on regarde seulement ce taux d'occupation des vacations qui est à 85%, on aurait tendance à croire que notre organisation fonctionne. Mais finalement, on regarde déjà du taux d'activité ressources, on sait qu'il y a un dysfonctionnement. Donc, on n'est pas aussi beau que ce qu'il n'y paraît. Et enfin, on va regarder le taux d'activité en vacation, qui est également un indicateur organisationnel. Celui-là, il permet d'identifier si les équipes sont prévues au moment où j'en ai besoin. On ne va pas parler d'une seule journée, mais par exemple, si j'offre 8 heures de TVO à l'ORL le lundi et que je répartis ces 8 heures d'intervention d'ORL entre le lundi et le mercredi, alors mon dimensionnement, il est bien bon. Mais il n'est pas pourvu au moment où l'opérateur l'utilise. Donc, dans notre exemple, on atteint ici un score de 65%. J'aime bien, moi, inverser ce score en disant finalement qu'on a 35%, enfin, en disant 35%, 3,5 fois sur 10, je ne fais pas travailler mes équipes au bon moment. Donc, encore une fois, il est vraiment pertinent de regarder ces indicateurs de manière macro, mais bien entendu, beaucoup plus utile de les regarder par spécialité et par opérateur, comme on l'a fait pour l'exemple. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a regardé nos 3 indicateurs clés, on va alors pouvoir rentrer dans le détail avec l'analyse des indicateurs de désorganisation. Parce qu'en fait, les taux d'activité ressources, taux d'occupation des vacations et taux d'activité en vacation permettent d'anticiper qu'on va avoir des débordements ou des temps improductifs et également en fait, de mesurer l'importance des vacations vides. Donc, si ma spécialité a un taux d'activité ressources qui est élevé, c'est qu'elle a besoin de TVO supplémentaires. Si ma spécialité a un taux d'occupation qui est faible, ça signifie qu'elle génère des temps improductifs, donc retard au démarrage, temps interpatient et fin précoce. Et si ma spécialité a un taux d'activité en vacation faible, ça signifie qu'elle a du débordement. Donc la mise en forme, encore une fois, des indicateurs, elle est importante. Et à travers notre solution, on a une vue planning qui est stratégique, qui permet en fait de bien visualiser tout ça dans l'organisation. Donc, comme je vous disais, on a nos indicateurs. Et en fait, maintenant, il va falloir être capable d'identifier les problèmes et de forer les questions. Donc là, on va prendre l'exemple en fait, d'une analyse qui va concerner un établissement qui réalise 8800 interventions par an sur 14 spécialités avec 42 opérateurs. Donc, j'ai produit dans ce sens-là, on va pas aller sur Performance Block, j'ai produit un rapport pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Donc, je les ai hiérarchisés exactement de la même façon que durant la présentation du webinaire.
On commence dans un premier temps à montrer les indicateurs de tendance, donc le nombre d'interventions et les temps d'intervention entre M et M-1. Je vois en fait très rapidement en un regard que l'activité est stable, il n'y a pas de sujet. Je continue à faire mon analyse cette fois-ci en forant un petit peu, en rentrant dans le détail par spécialité. Et donc là, pour le cas qui nous intéresse, eh ben, c'est ce que j'ai marqué par la suite. La plateforme me permet de mettre des commentaires suite au graphique que je vais enregistrer. Je vois que j'ai une baisse d'activité qui est surprenante sur l'ortho au mois de décembre. Donc, on peut supposer que c'est l'effet vacances scolaires, donc moins de prise en charge d'adultes, par exemple. On tient quand même à garder une vigilance sur le mois de janvier et février au cas où. Et puis, on voit que de la même manière, il y a eu une légère augmentation du volume d'ORL. Et pareil, c'est l'effet vacances scolaires, donc vacances de Noël, avec une prise en charge supplémentaire en fait, des enfants. Donc, il peut être intéressant par la suite, dans Performance Block, d'aller confronter ces suppositions en regardant en fait, le nombre d'inter par spécialité et par tranche d'âge. On continue en regardant les temps d'intervention. Donc là, pareil, rien à redire, parce que finalement, ils sont constants au regard de l'activité qui était stable, donc pas de sujet. On fait un petit focus sur l'ambulatoire et l'hospitalisation. Et donc là, j'ai quelque chose qui est un petit peu atypique. Je vois que les volumes ne sont pas les mêmes. Et effectivement, j'ai une partie de ma saisie qui est non définie. Donc ça veut dire que depuis mon logiciel de bloc, je n'ai pas été capable de savoir si c'était de l'ambulatoire ou d'hospitalisation. Donc là, ça me donne juste un signal, non pas d'organisation, mais un problème qui est lié à mon logiciel de bloc. Et donc, il faudra que j'en réfère au RSI. On enchaîne avec les types de programmation. Donc là, pas de sujet non plus. Le niveau est stable aussi bien en hospice qu'en urgence. Prise en charge classique ou urgence. Et donc, on rentre par la suite dans les indicateurs d'organisation avec, pour commencer, le taux d'activité des ressources directement par spécialité. Et donc là, on voit directement ici que j'ai une tension en fait sur l'obstétrique à 133%. C'est quelque chose que j'ai pu constater depuis plusieurs mois, donc ça vaudra le coup de forer un petit peu la question avec l'ensemble de ses collaborateurs. Et puis, je constate qu'il y a 8 spécialités qui sont en deçà de la cible de 90%. On voit très clairement, en fait, si j'aurais pu mettre une règle ici, en fait, de cible à 90%, je vois qu'il y a quand même la majorité de mes spécialités qui sont en deçà de la norme. Donc, j'ai un gros point de vigilance, en fait, sur cet aspect-là. Et donc, il va falloir que je puisse investiguer un peu plus loin. On continue avec le taux d'occupation des vacations. Et donc là, pareil, on a une cible qui est censée être aux alentours de 85%. Aujourd'hui, j'ai une seule spécialité qui en fait qui dépasse, donc c'est la rythmo, qui dépasse ce score-là. Donc de façon générale, mes vacations sont surdimensionnées pour l'ensemble des spécialités. Je précise juste que les données qu'on a sous les yeux, c'est pas des données fictives, c'est des données qui sont issues en fait d'un client il y a maintenant 8 ou 9 années. Voilà, c'est pas la science-fiction, c'est vraiment des choses qu'on a rencontrées nous en début de collaboration. Donc voilà, là ça met en évidence très rapidement que l'ensemble des vacations sont surdimensionnées. Donc ça vaudra le coup de recouper cette info avec les fins précoces, par exemple, pour voir s'il est envisageable de faire des demi-vacations, soit de matin, soit d'après-midi. Et donc, on fera aussi une analyse des taux d'occupation par créneau pour étudier s'il y a un fléchage sur la pause déjeuner et donc en fin de journée. Et donc, on étudiera aussi le volume d'activité avec le même mois de l'année précédente pour voir si finalement j'ai un problème d'activité en fait qui a fortement chuté en fait pour une raison que là je pourrais pas identifier par exemple. Et donc on continue avec le taux d'activité en vacation. Donc les cibles sont respectées, donc c'est plutôt en fait une bonne nouvelle pour le coup, sauf en gastro et obstétrique. Alors obstétrique, on ne va pas en faire cas immédiatement parce que voilà, spécialité un petit peu particulière, intégration des urgences, donc peut-être voilà, à mettre un peu de côté. Mais en tout cas, voilà, j'ai un sujet pour la gastro. Et donc, il va falloir que je fore un petit peu les informations pour identifier si les débordements avant et après TVE en fait, sont importants ou pas. Et donc, par contre, voilà, l'activité, elle est dans l'ensemble trop faible, mais généralement, elle est quand même faite. On pourra vérifier ça en fait avec les temps productifs. Et donc, je regarde mes 3 indicateurs clés en même temps pour en fait avoir une vision globale, voir si certaines spécialités ont des taux dégradés en fait au global sur chacun des 3 indicateurs clés, ou si en fait, comme sur l'obstétrique, c'est à peu près convenable, si ce n'est en fait le taux d'activité ressources. Et en fait, bon, là, ce que je peux conclure assez rapidement, c'est que j'ai un réel sujet de désorganisation globale, que des décisions collectives doivent être prises et qu'il faudra réunir l'ensemble des chefs de service. Donc, on en viendra par la suite sur les prises de décision. Donc, afin de savoir sur quoi je dois travailler de façon prioritaire, je vais reprendre le TROV par TVO, où là, en fait, je vais voir très rapidement, finalement,
les spécialités qui ont beaucoup d'offres de vacation et auxquelles est associé en fait un temps réel d'occupation de la vacation trop faible finalement. Ce qui me permet là de dire, bah voilà, j'ai des petites spécialités, celle-là, il y a du dysfonctionnement, mais c'est pas là-dessus que j'aurai le plus de levier immédiatement, donc je vais travailler de façon prioritaire sur le viscéral, puis l'ortho, enfin et l'ortho et le vasculaire. On rentre par la suite sur donc, les indicateurs de désorganisation. Donc, on a vu que, voilà, avec les taux d'activité ressources et les taux d'activité en vacation, qu'on avait des problèmes en fait, de respect en fait, des TVO. Et donc là, avec les taux de débordement, dans un premier temps, je constate que le principal problème que j'ai sur les débordements, c'est pas ni avant ni pendant, c'est les débordements après TVO. Donc, c'est quand même malheureux en fait d'avoir du débordement après TVO, sachant qu'en plus les taux d'occupation en fait sont faibles. Donc, j'utilise pas correctement les ressources humaines durant le TVO, mais en plus de ça, je vais les utiliser en fait après la plage. Donc ça, pour le coup, en fait, c'est double peine. Et par contre, on voit quelque chose qui est un peu atypique, c'est donc en maxillo. Donc j'ai 14,96% de débordement avant TVO. Donc ça veut dire qu'il commence plus tôt, plutôt que de commencer en fait à 13h par exemple, il va commencer à 12h30 de façon récurrente. Alors qu'en plus de ça, il ne respecte pas les horaires et qu'il a un taux d'occupation des vacations de moins de 50%. Donc là, en fait, il faut voir à quel point en plus ça peut dérégler en fait l'ensemble du programme sur les autres spécialités. Et donc, on continue avec les temps improductifs. Donc, je vous rappelle, en fait, démarrage tardif, temps interpatient, fin précoce, auquel nous, on fait le choix d'associer sur la lecture les TVO vides. Donc, les TVO vides, c'est ce qui apparaît en rouge. Donc, encore une fois, ce n'est pas de la science-fiction, c'est un vrai cas. Et donc là, bah, c'est juste éloquent. Sur cet établissement, j'ai juste un niveau de TVO vide qui est aberrant. Donc voilà, ça va être le premier chantier que je vais quand même chercher à travailler sur mon bloc opératoire concernant les temps improductifs. Donc on verra par la suite quels sont les précaux qu'on peut faire là-dessus. Vous pouvez créer des plannings saison haute, moyenne et basse. Vous pouvez aussi communiquer auprès des chirurgiens le fait de déposer les congés selon en fait, un délai à respecter, etc. etc. Donc voilà pour le rapide en fait, mémo que je continuerai à vous présenter par la suite. Donc, on a vu qu'on avait des recueils justes, qu'on avait des indicateurs qui permettent de forer des questions et d'aller relativement loin dans la réflexion pour finalement décider. Mais comment est-ce qu'on va décider? Vous allez donc devoir prendre des décisions. Quand je dis vous, c'est l'hôpital de manière générale. Donc, on va voir qu'il y a des choses que vous pourrez faire de manière autonome, d'autres de manière collective et d'autres que vous allez devoir déléguer. Donc, on va tenter de vous expliquer quelques codes et bonnes habitudes à prendre pour créer une culture dynamique de la décision. La première chose, ça va être de préparer le terrain. Je vous disais tout à l'heure qu'on a tous pris de mauvaises habitudes professionnelles. Donc, votre conseil de bloc, il doit être préparé en amont. Quand je dis être préparé, c'est par tous les acteurs en fait, du conseil de bloc. Donc, bien entendu, vous, de votre côté, vous avez déjà analysé vos données et identifié les leviers d'amélioration. Et donc, finalement, votre rôle, il va consister à faire du conseil de bloc un lieu de prise de décision et non pas de simple modalité de diffusion d'informations. Votre diagnostic, il doit être associé de conclusions, de tâches à faire, donc par vous ou par d'autres, et de questions qui restent ouvertes et que vous allez trancher collectivement. Donc, il va être impératif qu'un document synthétique soit adressé en amont, c'est ce qu'on a commencé à regarder, en amont du conseil de bloc, dans lequel sont compilés en annexe tous les tableaux et les graphiques vous ayant permis de votre analyse, mais surtout, vous devez proposer un rapide résumé de vos investigations et une liste de tâches à destination des participants au co-bloc. Donc, prenez aussi bien le temps de débattre sur la définition des problèmes, on pourra en reparler plus tard. Et donc, en conclusion de ce webinaire, voilà, on pourra encore une fois naviguer sur la plateforme s'il le faut. Donc, il y a une culture à décision qui va être à créer au bloc opératoire. C'est un sport qui est collectif et donc chacun y a son rôle. Vous ne pouvez pas être le seul à vous engager dans cette démarche-là. Il faut que chacun ait les devoirs à faire. Le conseil de bloc, c'est une instance qui doit être préparée. Je viens de l'expliquer. Donc, si vous êtes le producteur des données, vous avez préparé un mémo synthétique qui a repris les indicateurs qu'on a présentés tout à l'heure, donc les indicateurs de tendance, les indicateurs d'organisation et de désorganisation. Vous avez fait des annotations et des conclusions. Ce mémo, vous allez devoir le communiquer éventuellement par mail. Moi, ce que je préconise, c'est que voilà, idéalement, c'est sur un format papier de la main à la main. D'une part, vous pouvez en fait en parler directement et en plus, vous avez la certitude que la personne l'a reçu, elle va le lire. Donc, une fois que vous avez fait ça, les destinataires, ils auront une vision globale du bloc, ils sauront les actions correctives que vous allez mettre en place ou les questionnements que vous irez investiguer individuellement. Ils auront une liste de tâches, encore une fois,
Et en fait, ils vont connaître les seuls sujets qui méritent d'être débattus collectivement au conseil de bloc et qui devront accoucher d'une décision. Donc, on va retourner sur le document que j'ai proposé tout à l'heure. Donc là, finalement, c'est ce qui correspondrait à l'annexe. Hop. Et si je reprends le début du document, j'ai en point 1 produit un résumé. On revient là-haut. Tac, tac. Un résumé et une liste de to-do. Le résumé, c'est quoi? Voilà, j'ai ce qu'on a vu. L'activité est stable, les temps d'intervention, ça va. Incidence des vacances scolaires sur ortho, RL, maxillo, ok. Problème de paramétrage, ce qu'on a vu sur Ambu Hospit, il n'y a pas des champs qui sont totalement référencés. Grosse tension RH avec 133% d'activité ressources. Mauvais score global sur les 3 indicateurs clés. Donc, ça veut dire quoi? Que les équipes paramédicales ne sont pas assez utilisées, vacations trop souvent incomplètes et activités pas suffisamment réalisées dans les bornes du TVO. Pour les temps improductifs, on peut synthétiser qu'on a un gros dysfonctionnement concernant les débordements après TVO, qu'il y a un gros gâchis sur les TVO vides et que les fins précoces en fait, sont étudiées en regardant en fait, l'occupation des vacations qui est le principal problème. Et donc, comme liste de tâches, comme je vous racontais, chacun aura ses devoirs. Donc, vous avez adressé ce document ou remis de la main à la main. Le RSI sait que lui, il va devoir aller dans la plateforme le logiciel de bloc, pour vérifier le paramétrage du logiciel, voir pourquoi les champs ambu et hospitalisation ne sont pas tous référencés, parce qu'on a 10% de champs qui ne sont pas mappés. Et on lui fixe une date limite. Donc là, au 15 janvier, on aimerait qu'il nous donne une réponse pour un OK ou un KO. Et idéalement, s'il peut régler le problème le 15 janvier, ça serait parfait. Pour les chefs de service viscéral, ortho et vasculaire, et bien là, en fait, on va leur demander de travailler un petit peu, d'aller sur Performance Block et de préparer une évaluation du potentiel d'activité, de proposer des causes pour expliquer les faibles scores des 3 indicateurs clés. Donc, on explique également une modalité. Hop, ils vont sur Performance Block en rentrant dans le détail par opérateur et par jour pour voir les leviers. Et donc, l'idée, c'est qu'ils puissent nous confirmer ou non que c'est possible de travailler, par exemple, sur une demi-vacation ou sur un autre schéma. Et donc, on demande que ce travail soit fait donc, pour le prochain conseil de bloc, donc 1 mois avant la restitution. Le cadre, lui, va faire un focus sur les débordements des spécialités avec faible TVO pour le prochain conseil de bloc. Et le conseil de bloc, lui, il aura un rôle un peu plus important en termes de décision concernant les TVO vides. Donc, il y aura 2 points qui vont être préparés par ce conseil de bloc. D'une part, une note de rappel à destination des chirurgiens et de l'ensemble des équipes du bloc opératoire pour expliquer comment est-ce qu'on doit prendre ses congés, comment est-ce qu'en fait comment sont calculés les TVO vides également, pour expliquer que ça sera imputé en fait sur leurs statistiques, et puis expliquer pourquoi pas le cas échéant s'il y a des pénalités pour l'hôpital, ce que ça représente. Donc la limite, on a marqué par exemple ici le 26 janvier. Et donc le conseil de bloc va également travailler sur une trame de vacation, comme on l'a expliqué tout à l'heure, avec saison haute, moyenne et basse. Avec en fait l'idée d'avoir une vision trimestrielle et une prise de congé au plus tard 2 mois en fait, avant la date. On va fixer également un petit peu de travail pour chef de pôle, le représentant des chirurgiens et les cadres, avec des analyses sur les fins précoces et les taux d'occupation des vacations. Donc là, la démarche va être un peu différente. C'est le client va nous demander à nous, donc Datamento, de produire un rapport qui pourra mettre en lumière donc, les fins précoces par spécialité, opérateur et par jour. Et donc, éventuellement, de faire aussi cette analyse en version benchmark, c'est-à-dire que nous, on va comparer votre performance versus la performance d'établissements de taille comparable. Et vous pourrez voir si vous êtes dans une cible équivalente ou pas, ou si en fait vous avez beaucoup de retard à rattraper. Et donc après, chacun, à la lecture en fait, de ces informations-là, pourront faire une analyse individuelle qu'ils mettront en commun pour finalement après en faire une restitution en conseil de bloc. Donc les dates limites, il y en a 3. On demande à Datamento de pouvoir faire une synthèse au 15 janvier. La réunion de mise en commun donc de l'analyse aura lieu le 20, auquel cas donc, Datamento pourrait également participer si vous le souhaitiez. Et enfin, donc, présentation des propositions de modalités de refond de la charte de bloc pour le prochain conseil de bloc. Et donc, enfin, pour le chef de service obstétrique, on a vu qu'il y avait un gros problème sur l'attention RH concernant sa spécialité. Donc, pareil, on va lui demander de faire un mémo rapide qui va concerner son activité. Donc, il va chercher à regarder comment ça se passe en obstétrique en permanence des soins, en activité lycée, par créneau, par jour, par type de prise en charge, et en fait, de voir si finalement, ça peut être intéressant de créer une salle dédiée, d'avoir notre formule, de voir comment est-ce qu'on pourrait en fait utiliser, donc intégrer les urgences dans un programme sur lequel du temps est offert éventuellement.
Donc voilà, là, il va devoir réfléchir en fait à ça en analysant donc, ces données sur Performance Block. Et pareil, on lui demande de faire ça pour le prochain conseil de bloc. Donc voilà, ça c'est par rapport aux données. Après, il y a aussi la partie donc, état d'esprit et méthode en fait de prise de décision. Donc vous allez voir que toutes les décisions ne vont pas demander le même niveau d'implication. C'est ce qu'on appelle la loi de futilité de Parkinson. De façon générale, une organisation a tendance à apporter un peu trop d'importance en fait pour des décisions qui sont futiles, au lieu de se concentrer sur les sujets les plus importants. Donc il est important d'identifier les décisions qui doivent faire l'objet d'un débat en groupe et celles qui peuvent être prises rapidement. Et donc ça va vous faire économiser beaucoup de temps et de ressources. Donc on peut diviser ces décisions en deux catégories. Les décisions de type 1 sont permanentes, tandis que les décisions de type 2 sont réversibles. Les décisions de type 2, elles doivent être prises aussi rapidement que possible. Car même si elles échouent, votre équipe, elle pourra toujours en tirer les leçons qui l'aideront à prendre de meilleures décisions à l'avenir. Les décisions de type 1, elles vont nécessiter d'identifier les bons décideurs. Et si vos décideurs se ressemblent trop, la prise de décision, elle va en pâtir. Donc, on sait que les groupes hétéroclites, en fait, prennent de meilleures décisions, car ils bénéficient de points de vue différents. On parle d'écart d'inclusion. Et souvent, les décisionnaires d'un hôpital, en fait, font partie d'un groupe en fait, qui est trop homogène. Donc, il faut essayer de l'ouvrir un petit peu. Et puis, de manière générale, prenez toutes les bonnes volontés. Plus il y a d'avis, plus la décision sera bonne et acceptée. Et donc, pour les décisions de type 2, en fait, qui sont réversibles, vous devez les prendre de manière autonome, les déléguer à une personne ou à un groupe de travail restreint. Et donc, justement, ces décisions de type 2, en fait, étant réversibles, on l'a déjà dit, il faut aller vite. Mais aller vite, ça ne veut pas dire de manière précipitée ou dans l'urgence. Parce qu'en fait, finalement, les organisations qui réussissent sont celles qui prennent les décisions rapidement, pas celles qui prennent les bonnes décisions. C'est fou, mais faut aller vite parce qu'en fait, en allant vite, on peut se tromper et on peut changer. Si en fait on attend, on crée en fait une situation en fait qui dure et qui est un petit peu stérile. Donc, il faut rendre l'organisation dynamique et agile. Plus on va tarder à se décider, moins la décision prise aura d'importance. Et finalement, cette attente, elle va favoriser l'émergence de décisions qui sont temporaires ou implicites de la part des autres personnes concernées. Et en plus de ça, vous allez générer du mécontentement qui lui-même va créer des tensions et amplifier les problèmes. Donc, cherchez à aller vite afin d'éviter le consensus. Parce que le consensus, c'est par nature un processus qui est lent. Et lorsque vous prenez des décisions trop lentement, vous allez minimiser le risque de faire un mauvais choix, mais vous passez également à côté de certaines opportunités. Donc, les équipes doivent tout faire pour parvenir à un consensus uniquement lorsque les risques liés à une mauvaise décision sont beaucoup plus importants que le coût des opportunités manquées. Et enfin, développer l'esprit critique pour creuser les décisions qui nécessitent discussion. On est tous programmés pour suivre le mouvement. C'est une prédisposition qui nous conduit souvent en fait, à des prises de décision qui sont mal réfléchies. Il y a des spécialistes en sciences sociales qui ont découvert que finalement, la première personne qui parle, ou la première idée qui obtient finalement du soutien, elle va influencer fortement les décisions de groupe, parce que les individus, on a tous tendance à vouloir se mettre d'accord les uns avec les autres. Donc c'est pour ça, durant un conseil de bloc, veillez à faire attention à qui va prendre la parole pour commencer. Si c'est un petit peu le chirurgien qui a un petit peu de la bouteille, un petit peu d'aura, peut-être que on va réserver sa prise de parole en fait dans un second temps et laisser peut-être parler dans un premier temps les représentants des AS ou des infirmières. Donc, tout ça pour dire que finalement, donc la première solution proposée, elle a finalement de fortes chances d'être choisie, même si ce n'est pas la meilleure. Donc, il faut être capable de créer un climat de confiance et de respect où tout le monde en fait aura sa parole libre et pourra s'ouvrir avec franchise, faire part de ses désaccords et de ses divergences. Donc, les directions, les cadres, ce sont ces personnes-là qui sont responsables de l'instauration de cette atmosphère et qui devront encourager les opinions individuelles en posant des questions à tout le monde et être régulièrement à l'écoute. Voilà pour la présentation. Je vais m'arrêter là pour la partie webinar. Comme je vous le disais, donc, si vous souhaitez par la suite que pour les plus curieux, qu'on travaille sur un partage d'écran à travers Performance Block, on peut le faire par la suite. Donc, vous avez accès au chat pour poser des questions si vous le souhaitez. Hormis d'envoyer la vidéo, on pourra le faire, bien entendu. Alors, s'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai été soit trop bon, soit trop mauvais. C'est selon, il faudra me dire.
Moi, je me posais une question, pour le coup, bah, voilà, je vais vous faire réagir. On a présenté donc les 3 indicateurs clés: taux d'activité ressources, taux d'occupation des vacations et taux d'activité en vacation. Est-ce que pour l'ensemble des personnes qui participent, c'est des notions qui sont connues, entre autres le taux d'activité ressources et le taux d'activité en vacation? Je fais un bide avec ma question. Oui. Justement, voilà, monsieur Schuller, là, vous expliquiez que vous avez des surtensions et manque de ressources IAD et effectivement, c'est vraiment le taux d'activité ressources qui va être à développer. C'est quelque chose en fait, j'ai fait une petite étude QVT sur un établissement client et voilà, c'est vrai qu'actuellement, c'est un peu délicat. Donc, enfin, la tension RH, elle existe aussi bien sur le recrutement que sur même les tensions humaines qu'il peut y avoir au bloc opératoire. Il faut être capable d'objectiver ce qui se passe. Voilà, ce taux d'activité ressources, quand on voit que sur une période longue, on est sur du 110, 115, 120%, attention, voilà, on tire sur la corde et en fait, on va payer par la suite. On est déjà contraint par les équipes RH, mais si en cours de route, on a 1 ou 2 absences supplémentaires, tout d'un coup, en fait, retrouver une activité stable, c'est délicat. D'autant plus que voilà, on arrive enfin à absorber le post-Covid et que les établissements sont enfin en train de reprendre l'activité à 100%. Oui, le taux d'activité en vacation, pareil, en fait, c'est très intéressant. On peut parler du taux d'activité en vacation ou finalement du taux de débordement. Mais là, le taux d'activité en vacation, surtout avec la conception graphique, voilà, on voit directement en un regard que voilà, ça fonctionne ou ça fonctionne pas sur un jour donné ou sur une période plus longue. Alors, Madame Birochot, je vois que vous parlez de TROS et de TVO. Donc, le TROS, en fait, on parle de la salle. Alors, c'est pas que j'aime pas le TROS, mais en fait, j'ai une grosse préférence en fait sur le TROV. Je préfère regarder finalement ce qui se passe sur une vacation plutôt que ce qui se passe sur une salle. Aujourd'hui, je connais pas, ou en tout cas peu d'établissements qui ont de contraintes immobilières, mais plutôt en fait beaucoup d'établissements qui ont des contraintes RH. C'est pour ça que le focus va se faire sur le TROV et le TVO et à partir desquels en fait on pourra donc effectivement on puisse regarder donc les trois indicateurs clés. Alors, je vois qu'il y a quelques personnes qui me disent être intéressées par la vidéo et la présentation. Donc, la vidéo, quoi qu'il en soit, j'ai pas mis une cravate pour rien. Vous allez la recevoir donc à l'issue du webinaire, donc vous recevrez un mail automatique. Ceux qui veulent la présentation et éventuellement le mémo que j'ai rédigé, je vous invite dans le chat à me noter votre mail pro si possible. Et en fait, à l'issue du webinaire ou au plus tard lundi, je vous enverrai donc le support. Alors, pouvez-vous revenir sur la relation entre le taux d'occupation des vacations et le taux d'activité en vacation? Comment utiliser la corrélation entre les 2, entre ces 2 taux? Alors, en fait, c'est faut regarder de façon globale. Quand je racontais, c'est les 3 indicateurs clés. Je vais repartager mon écran. Hop. Donc, le taux d'occupation des vacations et le taux d'activité en vacation, ce sont des indicateurs organisationnels. C'est juste, en fait, la différence avec le premier, c'est un indicateur, en fait, capacitaire. Donc c'est, est-ce que j'utilise correctement les ressources ou pas? Et là, en fait, c'est savoir si, par rapport à mes bornes de TVO ou par rapport à mon TROV, l'activité, en fait, pour le coup, sur le taux d'occupation est réalisée dans les bornes. Donc là, en fait, on s'intéresse pas du tout, en fait, au débordement. Alors que là, avec le taux d'activité en vacation, c'est tout ce qui va nous intéresser. C'est ce qui a été fait dans la borne et ce qui a été fait hors de la borne. Donc, en fait, la différence entre les deux, c'est que là, je vais m'arrêter, je vais faire le calcul entre 8 heures et 18 heures, alors que là, le calcul va être fait justement à partir du moment où j'ai réalisé ma première intervention jusqu'au moment où j'ai fini la dernière, que je vais comparer par rapport en fait à cette fameuse borne et le temps qui a été occupé durant la borne. Peut-être pas plus clair là-dessus.
Mais je peux également vous envoyer la note méthodologique par mail. À tous ceux qui m'ont laissé leur mail, je vous enverrai la note méthodologique. Il y a un petit document qui explique un petit peu les choses. Même si Thomas essaie de batailler sur le chat pour, pour expliquer, c'est bien gentil. Et donc, pareil, de la même manière, sur le chat, n'hésitez pas, en fait, à ceux qui souhaitent une démo personnalisée, où là, en fait, on pourrait rentrer dans Performance Blog pour montrer le forage de l'indicateur. Là, je vous ai montré uniquement un rapport. Donc, c'est un rapport qui était très simple, hein. Je suis allé sur Performance Blog, j'ai juste cliqué sur un petit plus qui m'a permis d'enregistrer des images et après les associer à un document au fil de l'eau et de rédiger un texte. Voilà, si jamais certaines personnes veulent une démo un peu personnalisée sur des sujets qui leur sont propres, dans le chat, vous mettez des mots et vous suivez par le mail et je reprendrai contact avec vous pour qu'on convienne d'une quarantaine de minutes. Je vais laisser le chat ouvert encore 2 petites minutes. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, j'irai me prendre un café pour me détendre. Et puis voilà, on va attendre la fin.